L'action se déroule au siège de la société Yonggong. C'est un grand bâtiment qui ne passe pas inaperçu en ville. Difficile de ne pas le remarquer. Mais ce n'est pas tout. Ce bâtiment a encore un autre atout. Entre ses murs se trouve un homme qui sait attirer l'attention. Il arpente le couloir d'un pas pressé, faisant claquer les talons de ses chaussures de manière à ce que ceux qui sont assis dans le bureau puissent l'entendre arriver de loin. Puis, arrivé devant la porte, il l'ouvre sans hésiter, non pas avec la main, mais d'un coup de pied sec, faisant ainsi comprendre à tout le monde qui est le patron ici. Une fois entré dans le bureau, il s'installe immédiatement au centre de la pièce et adopte une posture de commandant, même s'il semble, à première vue, délicat et fragile. D'un regard perçant et froid, le jeune homme demande qui, parmi les personnes présentes dans la salle, a préparé le catalogue envoyé à Dubaï. Sa question n'a pas seulement déconcerté l'un des employés, elle l'a même presque fait s'évanouir tant il était bouleversé. Mais finalement, l'homme avoue que c'était lui. Alors, le jeune homme, qui vient d'entrer dans le bureau, sort vivement des fleurs d'un vase. Au lieu de faire plaisir à l'employé, il frappe celui-ci de plein fouet avec le bouquet, lui demandant d'un ton mécontent à quoi lui servait sa tête. Pris au dépourvu, l'homme n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Il est simplement resté figé, un sourire niais aux lèvres. Certains dans la pièce avaient déjà deviné où tout cela menait. L'employé fautif demande, perplexe, où il a commis une erreur. Le directeur est encore plus en colère. Les autres se mettent à chuchoter. Ils sont surpris que, cette fois-ci, le directeur n'ait pas frappé quelqu'un avec un vase, ce qui aurait laissé entendre que cette personne avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires auparavant. Le directeur, quant à lui, réprimande avec agacement l'employé, qui a réussi à coller des autocollants sur la lettre d'un client, et qui plus est, des autocollants portant le logo d'une entreprise concurrente. Dans le bureau, des commentaires commencent à circuler selon lesquels l'assistant a bel et bien commis une bévue, et une assez grave qui plus est. L'homme, quant à lui, sourit d'un air coupable et tente de trouver ne serait-ce qu'une explication à ses actes. Malheureusement, son explication n'a pas du tout plu au patron, bien au contraire. L'homme a eu l'idée de dire que les autocollants sur les enveloppes étaient très mignons. Dans un accès de colère, le directeur a serré les poings avec rage. La jeune femme assise derrière lui a tenté de le calmer et de prendre la défense de l'employé en prétextant qu'il était encore nouveau et qu'il ne savait pas grand-chose. De manière inattendue, le directeur se détourne sans faire de bruit et s'en va quelque part. Il s'approche du présentoir de gobelets en papier et en attrape ainsi brusquement que plusieurs autres tombent par terre. Le directeur se tourne ensuite vers l'employé, lui tend le gobelet et lui demande d'aller chercher du café pendant qu'il remet les choses en ordre. Il fourre littéralement le gobelet dans les mains de l'employé et, l'air sévère, lui précise qu'il préfère le café fort. Laissant l'employé dans une posture perplexe, le directeur le quitte enfin et, faisant crisser ses chaussures, se retourne pour aller corriger l'erreur de son subordonné. Une fois le directeur sorti de la pièce, le subordonné, un verre à la main, déclare qu'il s'en est bien tiré et que sa seule tâche consiste désormais à apporter du café à son patron. La jeune femme, qui a intercédé en faveur de l'homme, le regarde d'un air mécontent. Elle dit que c'est justement ça le problème. L'homme ne comprend pas tout à fait ce qu'elle veut dire, car il lui suffit simplement d'apporter du café. La jeune femme lui annonce que désormais, cet employé est sur la liste noire. Les yeux de l'homme se remplissent d'horreur. La responsable poursuit en expliquant que cela signifie que l'homme n'est capable de rien d'autre que d'apporter du café. Il aura moins de travail, mais ce n'est pas tout. Elle précise que ceux qui ont eu la malchance de se retrouver sur la liste noire ont été licenciés au bout de quelques semaines. De même, la jeune femme ajoute que le directeur Ku est un homme méticuleux, difficile à prendre en défaut. Néanmoins, l'homme répond avec désinvolture qu'il est peu probable que le jeune directeur se permette de prendre des mesures sérieuses à son encontre, car son oncle est vice-président de l'entreprise. À cela, la jeune femme rétorque que le directeur n'est pas si jeune que ça, puisqu'il a environ 40 ans, et que la dernière personne à avoir figuré sur sa liste noire était le neveu du président de la société. La jeune femme en conclut que si l'homme devait rester, ce ne serait que s'il était le fils unique du président, ou bien si le directeur Q avait un nouveau souci à gérer. L'homme a l'air choqué. Il dit être surpris par deux choses. Le fait que le directeur ait l'air si jeune et que le neveu du président se soit retrouvé sur la liste noire. Soudain, un jeune homme aux cheveux cendrés et portant des lunettes intervient dans la conversation. Il affirme que l'hypothèse selon laquelle ce jeune homme serait le fils du président peut être d'emblée écartée. Mais ses paroles suivantes s'avèrent tout aussi choquantes. Le président n'a qu'un seul fils, et c'est justement aujourd'hui son premier jour de travail. Toute l'équipe s'est réunie pour accueillir le nouvel employé. En entrant dans le bureau, il salue poliment ses collègues et le directeur. C'est un jeune homme d'allure agréable, aux cheveux foncés et aux yeux bleus. Il se présente sous le nom de Tae-Hyun-woo et explique qu'à partir d'aujourd'hui, ils travailleront ensemble. Puis Tae affiche un large sourire et dit qu'il est très heureux de faire la connaissance de tout le monde.
Des chuchotements ont immédiatement commencé parmi les employés. Ils savaient que leur directeur était rondouillard et de petite taille, et ils ont eu du mal à croire qu'il puisse avoir un fils aussi beau. Il s'avère que Tay a parfaitement entendu tout cela. Mais il sourit et dit que c'est vrai, et qu'il est bien le fils du président. Le jeune homme explique que ses proches ont constamment insisté pour qu'il passe un test ADN. C'est précisément pour cette raison que chaque fois que Tay se rend à un examen médical, il effectue ce test et envoie immédiatement les résultats à sa famille. Tay ajoute qu'il pense qu'on ne lui fait toujours pas entièrement confiance, mais il jure qu'il travaillera d'arrache-pied avec les autres pour prouver qu'il n'a pas obtenu son poste grâce à ses relations. Tay demande qu'on le traite comme un débutant. Ces paroles blessent l'assistant qui a collé les autocollants sur les enveloppes car il n'avait absolument pas l'intention de travailler ainsi et s'est retrouvé là grâce à ses relations. L'une des employées a demandé si Tay disait la vérité au sujet du test, pensant qu'il plaisantait. Mais le jeune homme était sérieux. Il ajoute que, comme il ne se ressemble pas, il était lui aussi curieux de connaître la vérité. Ces propos déconcertent énormément le public. Soudain, le directeur change d'expression. Il a l'air agacé. S'avançant au milieu de la foule des employés, il déclare que le comportement de Tay ressemble davantage à une plaisanterie. Le directeur Q fait remarquer que si Tay avait vraiment voulu être traité comme un employé ordinaire, il ne se serait pas présenté comme le fils du président dès le premier jour. Le jeune homme rétorque que Tay est un nom de famille rare et que tout le monde s'en serait rapidement rendu compte. Néanmoins, le directeur rétorque que Tay n'est pas un nom de famille si rare que ça, et qu'en outre, il n'y a aucune ressemblance évidente entre le directeur et son fils. Ces paroles arrachent à Tay un sourire narquois. Il s'approche du directeur, se penche sur lui et lui dit qu'il est plus âgé qu'il n'en a l'air. Tay pensait qu'il avait 25 ans ou 30 au maximum. Tay redresse la cravate du directeur, ce qui provoque chez Q un dégoût intense. Il se lève d'un bond et s'enfuit dans la direction opposée. Tay fait de même. Une fois qu'ils sont tous les deux partis, les employés demandent si Tay n'est pas parti à la suite du directeur. Changement de scène. Le directeur Q se rend au lavabo pour se laver le visage et les mains. Tay entre à son tour. Le jeune homme dit qu'il n'y a pas besoin de courir aussi loin juste pour se laver les mains. Q répond que le responsable aurait dû lui montrer son poste de travail. Il jette un regard réprobateur au jeune homme et lui dit qu'après les présentations, il faut se mettre immédiatement au travail, car ce ne sont pas des plaisanteries. Le jeune homme s'approche de Q. Le directeur l'appelle par son prénom. Et Tay semble apprécier cela. Il s'approche tout près de Q et dit qu'il y avait quelque chose de plus, qui lui a encore plus plu. Le jeune homme avoue que ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est quand Q l'appelle « Hen », les yeux fermés, dit-il en serrant les poignets de Q. La nuit dernière, les clients de l'établissement ont discuté de leurs affaires, évoquant les événements passés qu'ils avaient vécus, ainsi que tous les nouveaux changements survenus dans leur vie personnelle. Fier de lui, le blond a déclaré qu'ils avaient même échangé leur carte de visite avec son copain. Le brun s'est tourné vers le jeune homme et lui a demandé s'il avait vraiment confiance en cette personne à qui il avait donné sa carte de visite. En effet, la dernière fois, quelqu'un s'était présenté à son travail et y avait causé des problèmes. Avec un sourire, le blond lui a demandé de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il était un véritable professionnel dans ce genre d'affaires. Le blond a également ajouté qu'il avait d'ailleurs donné une fausse adresse à ce type, ce qui signifiait qu'il n'y aurait aucun problème par la suite. Za observait la scène avec embarras, le regard plein d'incompréhension. Soudain, le blond se retourna et s'adressa à Joe. Il ne s'attendait pas à voir ce garçon ici à ce moment-là. C'est alors que Joe a esquissé un large sourire. Il rayonnait littéralement de bonheur et a dit « Hang ». Le jeune homme s'approcha du groupe. Le blond fit alors remarquer qu'il ne s'était pas vu depuis si longtemps, puis décida de demander à son ami s'il était vraiment toujours aussi occupé. En réponse, Joe répondit qu'ils savaient bien, pour l'avoir vécu eux-mêmes, à quel point la vie d'étudiant était difficile. Tout en continuant à sourire aussi largement, le jeune homme a expliqué à ses amis qu'il avait simplement été submergé par toutes sortes de travail et qu'il en était très fatigué, mais en réalité, c'était un mensonge. En vérité, il avait passé tout ce temps au Moyen-Orient, à Dubaï, pour affaires. Le jeune homme porta ses mains à sa tête et se dit que, même s'il était directeur d'une grande entreprise, il traînait quand même ici avec des gars de 12 ans ses cadets. Avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de cacher ses secrets. Il y a 6 mois, le jeune homme est entré pour la première fois dans un club où les hommes aiment les hommes. Cela s'est passé juste avant son 40e anniversaire, après avoir passé presque toute sa vie dans le placard, c'est-à-dire qu'il avait jusqu'alors toujours caché sa véritable identité. Tous les garçons étaient sous le charme de l'apparence de Joe. Ils s'approchèrent de lui et s'émerveillaient devant sa peau de jeune homme, disant qu'on aurait dit qu'il venait tout juste de terminer le lycée. Ils disaient aussi qu'ils auraient tout donné pour redevenir aussi jeunes. Heureusement pour Joe, tout le monde le prenait pour un enfant.
C'est pourquoi il est considéré ici comme le plus jeune du club. Le blond a déclaré que ce garçon était vraiment mignon. Il a également ajouté qu'il se souvenait encore de la première fois où le garçon aux cheveux roses était venu ici. Vêtu du costume de son père, Zai rougit et demande au garçon d'arrêter de le flatter, puis il se dit que c'est peut-être mieux ainsi. Puisque tout le monde le prend pour un enfant, il peut tranquillement cacher son identité ici et ne penser à rien. C'est ici qu'il se sentait lui-même. Soudain, le brun s'adresse à Joe en lui disant qu'il faut arrêter de souffrir. Il pose sa main sur son visage et propose au garçon d'emménager chez lui et de devenir son nouvel ami. Cette proposition fait même sursauter Joe. Il répondit alors que tout allait bien pour lui en ce moment et qu'il n'y avait pas besoin de ça pour l'instant. Rougissant, il a ajouté que l'appartement du jeune homme était trop grand pour lui et qu'il se sentirait donc seul en l'absence du brun. Alors qu'en réalité, Joe est propriétaire d'un appartement de 1000 pieds carrés à Gangnam, le jeune homme proposa alors à Joe de simplement passer de bons moments ensemble et lui dit qu'il serait ravi de le voir plus souvent. Le garçon effleura légèrement l'épaule de Joe et lui dit en souriant qu'il serait ravi qu'il passe le voir quand il le souhaiterait. Joe était ravi d'entendre cela. Il aimait qu'on le traite avec gentillesse et attention, même si, dans la vie de tous les jours, il n'aurait probablement pas prêté attention à ce garçon. Soudain, Joe remarque un beau garçon aux cheveux noirs bouclés. Celui-ci sert joyeusement des boissons à tout le monde. Une aura d'un charisme incroyable semble scintiller autour de lui. Il demanda à son ami qui c'était, car il n'avait jamais remarqué ce garçon dans la boîte auparavant. Son ami lui répondit alors que ce beau gosse traînait dans la boîte tous les jours depuis la semaine dernière. Apparemment, il vient tout juste de rentrer en Corée après un séjour à l'étranger. L'ami de Joe a également entendu dire que ce garçon jouait du violoncelle. Le brun a également supposé que ce garçon venait sans doute d'une famille aisée, ce qui expliquerait pourquoi il gaspillait son argent comme si celui-ci ne valait rien. Le brun a alors demandé à Joe de simplement ignorer ce garçon, car il n'était pas du tout son type. Cependant, Joe s'est levé d'un bond et s'apprêtait à partir. Joe se leva de sa chaise et se dirigea vers le garçon aux cheveux bouclés. Il se dit qu'un étudiant passionné de musique, ça semblait tout simplement merveilleux. Cela signifiait qu'ils ne se rencontreraient jamais dans la vraie vie. Joe continuait à observer ce garçon. Il le trouvait vraiment beau. Zhao s'est simplement dit que ce garçon aux cheveux bouclés avait un physique très attachant, et il s'est approché de l'inconnu. Puis il a souri, égayant l'ambiance de la boîte de nuit de son sourire radieux, et a demandé « Qu'est-ce que c'est, du champagne ?» Il a également ajouté qu'il passait par là et qu'il avait senti le merveilleux parfum de cette boisson. Le garçon aux cheveux foncés et bouclés s'est alors excusé et a expliqué qu'il ne voulait absolument pas renverser du champagne partout, avant d'ajouter qu'il ferait plus attention à l'avenir. Le garçon aux cheveux blonds s'est tourné vers Zhao et lui a demandé de quel parfum il parlait exactement. Il a répondu qu'il ne sentait que l'odeur de cigarette, puis a demandé à Zhao de ne pas tourner autour de leur table et de filer le plus loin possible. Zhao était très en colère contre lui. Il lui lança un regard menaçant et, se demandant en son fort intérieur comment il osait se permettre un tel comportement, il l'envoya balader. Mais Joe s'efforçait de garder son sang-froid. Il souriait et disait que ça sentait les oranges ou les mandarines. Il ajouta également qu'il lui semblait y déceler des notes terreuses dans ce parfum. Puis il passa son doigt sous le menton du brun et dit « Quel parfum merveilleux! Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ?» Le jeune homme répondit qu'il aimerait essayer ce parfum sur lui-même, s'il s'agissait bien d'un parfum. Le brun aux cheveux foncés a souri gentiment, en regardant Joe droit dans les yeux. Cependant, le garçon de son groupe continue de taquiner Joe, affirmant que « des notes terreuses dans du champagne, c'est n'importe quoi », et il ajoute que ce champagne est clairement hors de portée de Joe. Mais le jeune homme aux cheveux foncés continuait à sourire largement et à discuter poliment avec Joe. Il lui demanda « Tu veux peut-être te joindre à nous ?» Et Joe acquiesça joyeusement, flatté de cette attention. Le soir même, Joe se rendit chez ce jeune homme. Au début, il fut surpris de constater que celui-ci vivait dans un quartier aussi huppé, dans un très bel immeuble, puis Joe fut émerveillé par la beauté de l'appartement de ce jeune homme, et surtout par le fait que celui-ci était tout simplement immense. Jerry pense tout de même à ce champagne destiné aux invités VIP, quand, alors qu'il y réfléchit, un brun s'approche de lui et lui dit « Tu as un bon nez ». Le jeune homme lui demande alors si Joe travaille dans une maison de parfum, vu qu'il a un odorat si développé. Souriant, Joe nie tout cela, expliquant qu'il est encore étudiant. Il vient simplement de décrire le parfum qu'il a senti. Joe lui-même porte l'eau de Cologne, Portugal de bois, un parfum qui attire les jeunes hommes. D'habitude, quand les hommes utilisent ce parfum, cela semble de mauvais goût, mais dans ce cas précis, ce n'est pas du tout le cas. Souriant, Joe dit que le garçon peut lui parler dans un cadre moins formel. Soudain, le garçon a pris la tête de Joe dans sa main et l'a attiré vers lui.
Il a demandé à Joe de continuer à l'appeler N, car cela lui faisait très plaisir. Puis il a ajouté que si cela lui lassait, il pourrait alors l'appeler Enu. Le garçon aux cheveux foncés entendit l'estomac de Joe gargouiller et comprit qu'il avait faim. Il lui tendit alors un gâteau posé sur la table, lui proposant de grignoter quelque chose. Joe fut très content de cette gâterie et mangea le gâteau avec appétit. Juste après, les garçons ont voulu s'amuser, alors ils ont installé une table de ping-pong et se sont mis à jouer. C'est le brun qui a remporté la partie. Il avait en effet de très bonnes aptitudes sportives et renvoyait sans cesse la balle vers Zhao, Ku Yang-Zhao, directeur de la 3e équipe commerciale. Il est impossible de le licencier pour de nombreuses raisons. En s'approchant de Ku, le brun a déclaré « Il m'a demandé de bien me comporter et de rester du bon côté. » Alors, Ku fronça légèrement les sourcils et posa ses doigts sur le menton du jeune homme. Il dit que c'était certes sa position, mais qu'il conseillait au brun de se comporter correctement sur son lieu de travail et de communiquer comme il se doit au bureau. Puis il ajouta « Sinon, tu te ridiculiseras, tout comme ton cousin. » Puis Kujo se retourna et tourna le dos au brun, tandis que celui-ci le regardait attentivement s'éloigner. Kujo se souvient que ce garçon l'avait appelé par son prénom pendant leur partie de tennis de table. Il est à la fois très en colère et gêné, car il pense que cela pourrait signifier que le brun l'avait forcé à l'appeler N, tout en sachant qui était Kujo. Kujo s'approcha du rebord de la fenêtre et regarda dans le verre qui contenait du café. Il vit qu'une mouche y flottait. Il comprit rapidement qu'il n'y avait là rien d'étonnant. Il s'adressa alors à ses subordonnés en demandant « Où est mon petit garçon du café ?» Sur quoi l'une des filles demanda si le patron voulait parler de Chang-ho. C'est alors que Kujo remarque Chang-ho, qui est en train de discuter avec beaucoup d'animation. Entendant l'oreille, le jeune homme entend les mots. À bien y réfléchir, le fait que ton cousin soit ton patron, c'est aussi une sorte de qualification. Puis le jeune homme se tourne vers Q et lui demande « Pourquoi alors cacher ses capacités et se mettre la pression s'il n'y a aucune raison de le faire ?» La jeune fille aux cheveux clairs coupés courts, qui se tient à côté, fait remarquer qu'ils n'ont aucun rendez-vous personnel aujourd'hui. En croisant les bras, Chuse répond que c'est justement pour cela que le jeune homme doit être plus attentif. Sinon, on lui reprochera pendant des années la moindre petite erreur. Après quoi, le garçon s'adresse aux filles et leur dit d'aller s'asseoir à leur table et de se mettre au travail. Elles sont d'accord avec lui. En fronçant les sourcils et en rougissant légèrement de honte, Chang-ho a déclaré que Kuju ne lui donnait tout simplement aucun vrai travail. C'est alors que Q lança à son employé un regard si effrayant que celui-ci devint tout pâle de peur et se mit à trembler violemment, ne sachant pas à quoi s'attendre de la part de Kujo cette fois-ci. Q leva la main tenant une tasse de café et, d'un geste brusque, en renversa le contenu directement sur la tête de Chang-ho, comme pour montrer à son employé qu'il avait tort. Tandis que le café coulait sur le visage de Chang-ho, Q lui proposa de lui confier immédiatement une mission importante. Toujours avec ce regard intimidant, Q déclare qu'il ne doit pas y avoir la moindre faille dans leur service commercial. Il demande ensuite à Chang-ho s'il n'est pas d'accord avec cela. Pendant tout ce temps, les employés, effrayés, observent attentivement les deux hommes. Kujo verse les dernières gouttes de café directement sur les cheveux de Chang-ho et lui demande de se débarrasser une bonne fois pour toutes de toutes les mouches présentes dans cet endroit. Il ajoute également qu'il souhaite que Chang-ho remplisse un verre entier. En portant ses mains à son visage, Chang-ho avoua n'avoir vu qu'une seule mouche, ici. Puis, d'un ton déjà plus calme, Kujo a déclaré que s'il n'y avait qu'une seule mouche et que Chang-ho s'en était débarrassé, ses chances de réussite étaient de 100%. Q poursuivit en expliquant à son collaborateur que leur mission consistait à comprendre les besoins des clients afin de développer leur activité par la suite. C'est pourquoi Q s'en fichait complètement que Chang-ho doive chercher des mouches dans la salle de bain ou les éliminer dans les toilettes. Il ne voulait qu'une seule chose, que Chang-ho remplisse tout ce verre de mouches. Un jeune homme aux cheveux foncés et bouclés observait les employés en train d'écouter leur patron. C'était celui avec qui Q avait joué au tennis de table la veille. Il s'avéra qu'il travaillait lui aussi dans ce bureau. Il s'est approché d'elle et leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» L'une des filles aux cheveux courts a murmuré « Oh, ce n'est pas du tout ce que le garçon a pu imaginer !» Le garçon a alors souri largement et a dit qu'il avait tout compris et qu'il ne tirerait pas de conclusion hâtive. Après cela, le brun s'est éloigné d'elle et l'une des filles a demandé à celle qui avait les cheveux courts « Il n'a pas saisi l'allusion, hein ?» Elle espérait en effet que le fils du vice-président remettrait enfin le directeur Q à sa place. En observant la façon dont Q s'adressait à Chang-ho, le garçon se dit « C'est donc ça qu'il aime entendre ». Quelque temps plus tard, le blond s'adressa au brun aux cheveux bouclés. Voyant ce dernier essuyer son instrument de musique, il lui demanda pourquoi il avait arrêté de jouer du violoncelle. Le brun avoua alors qu'il n'avait jamais dit qu'il abandonnait le violoncelle, mais simplement qu'il ne jouerait plus en public.
Le blond répliqua alors « Si tu ne comptes pas te produire nulle part, à quoi ça sert de jouer ?» En regardant le violoncelle, le brun a avoué que c'était tout simplement injuste, car tout le monde comprenait parfaitement pourquoi il jouait. Cependant, il ne savait même pas ce qui passait par la tête des gens lorsqu'ils l'entendaient jouer du violoncelle. Le blond ne savait pas quoi répondre. Il se contentait d'écouter en silence les explications du garçon. Puis il demanda soudain « Ça te dérange encore aujourd'hui ?» Le blond demanda « C'est parce que, quand tu étais petit, je te traitais de sociopathe ?» Il avait en partie raison, car depuis son enfance, le jeune homme avait du mal à comprendre les sentiments des autres. Étant donné que le jeune homme était issu d'une grande famille riche et influente, il ne se souciait pas particulièrement de cette particularité. Cependant, lorsqu'il a grandi et a commencé à avoir des relations amoureuses, cela s'est fait sentir, et de manière négative. Les filles étaient souvent mécontentes de son comportement, tandis qu'il ne comprenait pas toujours ce qu'il avait fait de mal. Lorsque la première fille, aux longs et magnifiques cheveux roses, a dit au brun qu'il lui causait une souffrance émotionnelle par son indifférence, il a répondu qu'il était sûr qu'elle appréciait sa franchise. La jeune fille s'est exclamée qu'il était vraiment peu perspicace, puisqu'il ne comprenait même pas ses sentiments. En s'étirant les mains, le garçon a fait remarquer que si les gens aimaient ou n'aimaient pas quelque chose, ce serait plus simple s'ils en parlaient franchement. Car alors, ils comprendraient ce qu'ils ressentent. Le blond a répondu que c'était plus facile à dire qu'à faire. Il a alors ajouté qu'il était tout simplement impossible de parler tout le temps de ses préférences et de ce qu'on déteste. Dans cette société, tout fonctionne différemment. Il a également ajouté que les gens faisaient toujours de la lèche aux garçons populaires et qu'ils ne comprenaient donc pas. Le brun a écouté tout cela en souriant et a dit que c'était effectivement un peu compliqué. Soudain, le blond demanda au garçon s'il avait remarqué que ses anciens partenaires se vexaient souvent sans raison apparente. Le brun réfléchit un instant et admit qu'il ne comprenait effectivement pas toujours en quoi il blessait les gens. Il faudrait peut-être qu'il fasse plus attention à ce qu'il dit et fait. Quelque temps plus tard. Au bureau, la jeune fille s'adressa à Hen-Woo et lui dit qu'elle ne cherchait pas du tout à lui faire des reproches, mais que si le directeur Q venait à la prendre, tout risquait tout simplement de dégénérer. Le directeur Q a entendu cette phrase et, s'approchant des jeunes gens, leur a demandé ce qui se passait. C'est alors que la jeune fille, inquiète, a dit « À ce propos, il s'est avéré, d'après les dires de la jeune femme, qu'un homme s'était approché d'eux auparavant et qu'il avait immédiatement attiré l'attention du brun. Ce dernier, s'adressant à lui, lui a demandé ce qui l'avait amené là. L'homme a répondu « Oh, je viens de l'usine textile Dixon. Notre contrat a expiré le mois dernier, mais le service commercial a refusé de le renouveler. » Le brun a alors saisi l'homme par les épaules et, s'approchant de lui avec un large sourire, lui a dit que cela ne concernait en aucun cas leur service commercial. Q se crispa, visiblement très agacé. Il s'approcha du brun et lui demanda pourquoi il avait mis l'homme à la porte sans même en avertir le directeur Q, et pourquoi il avait ignoré les ordres du responsable Kim. Le brun répondit alors que si un client ne leur était d'aucune utilité, il valait mieux étouffer le problème dans l'œuf. Avec un sourire, le brun ajouta que, d'après ce qu'il savait, l'usine textile Dixon avait perdu une partie de ses locaux à cause d'un glissement de terrain et que le contrat n'avait pas été renouvelé, car ils avaient réduit leur volume de production. Il a également ajouté que si une telle entreprise venait ici pour s'entretenir avec le directeur ou le service commercial, et non avec le service des achats ou l'équipe de gestion d'entreprise, cela signifiait qu'elle était à la recherche d'une nouvelle solution. Cependant, le brun ne pense pas qu'une telle bagatelle mérite l'attention d'au moins l'un des membres de leur service. En écoutant tout cela, la jeune fille qui se tenait à côté de lui se dit que ce garçon était pourtant nouveau, mais qu'il en savait déjà tant. Cujo était très en colère. Il a murmuré « Tu sais ce que je déteste par-dessus tout ?» En disant cela, il a serré fermement la main en poing, prêt à frapper à tout moment, puis il a poursuivi « Eh bien voilà, je déteste les nouveaux employés qui ne connaissent même pas leur place, alors qu'ils sont arrivés ici grâce à leurs relations. » Le brun se dit en son fort « Pas encore ça. » Mais Q était désormais incontrôlable. Il se mit encore plus en colère et s'écria « Tu crois que le vice-président va te protéger? Très bien, va m'accuser. Sinon, je vais déclencher une révolte. » En réponse, le brun demanda calmement à Q la permission de lui poser une question. Il s'est alors tourné vers Q et lui a demandé « Préférerais-tu occuper le poste numéro 1 ou le poste numéro 2 au siège ?» Tous les employés observèrent la scène avec perplexité. C'est alors que Cujo a commencé à transpirer abondamment. Il s'est tourné vers la responsable Kim et celle-ci a répondu sèchement « Oui !» Il demanda à la jeune femme de lire le règlement intérieur de l'entreprise de A à Z au brun et celle-ci répondit simplement, d'un ton sérieux, que cela serait fait. Puis Cujo demanda aux employés « Mais où est donc passé mon garçon de café ?» Et ceux-ci répondirent qu'il était parti chasser les mouches.
comme Q le lui avait demandé auparavant. Parallèlement, les employés se mirent à discuter animément, se demandant ce qui s'était bien passé entre Q et le nouveau venu, et s'il fallait s'en étonner. Peu après, Kyujo demande au jeune homme d'oublier ce dont ils avaient discuté. Il sort une tasse de café et l'attend au brin, en lui disant « Toi, prépare-moi un café bien fort ». La collaboratrice aux cheveux courts était très surprise d'apprendre que désormais, le fils du vice-président allait lui aussi préparer du café pour le directeur Q. Le brun regarda le verre vide et se demanda « Est-ce que Kyujo est vraiment furieux en ce moment, ou est-ce qu'il apprécie cela ?» Car, comme on l'avait déjà mentionné, le jeune homme ne comprenait pas très bien les sentiments des autres. Le temps passa. Le brun décida d'ajouter dans le verre, en plus du jus, un ingrédient secret, du yaourt à la fraise. Il pensait que ce serait un mélange de saveurs très savoureux. Il sortit ensuite des toilettes et s'approcha du directeur Q pour lui dire que son café était prêt. Le directeur Kyujo prend le verre de café des mains du jeune homme et lui dit que le café a l'air tout simplement parfait. À en juger par sa couleur, il est très fort, et à en juger par le verre, il est très chaud. Exactement comme le directeur Q le souhaitait. Mais soudain, le directeur Q remarque quelque chose d'inhabituel dans le café. Il y regarde de plus près et aperçoit des taches blanches. C'était bien du yaourt que le jeune homme aux cheveux bruns venait d'ajouter au café. Le directeur Q porte le verre à ses lèvres, s'apprêtant à boire ce café fort. Puis il penche la tête, et avec elle le verre, et commence à prendre les premières gorgées. Le jeune homme a continué à boire et a fini par tout boire jusqu'à la dernière goutte. Le brun fut très surpris que le directeur Q ait tout avalé, tandis que les employés s'étonnaient de voir leur directeur boire d'un trait un café aussi brûlant. Le brun remarqua un détail qui avait changé dans l'apparence du directeur Q. Il sourit, car il était ravi de constater à quel point il était facile de cerner les gens de ce service. Le jeune homme en conclut que le directeur Q s'était certainement réjoui qu'il ait ajouté du yaourt à son café. Depuis que Q a arrêté de fumer à cause de son hypertension, chaque fois que sa tension monte, le jeune homme n'arrive pas à la faire baisser. Il se souvient d'avoir consulté un médecin à l'hôpital qui lui avait demandé de ne pas oublier son âge. Même s'il avait l'air jeune, il n'était pourtant plus tout jeune du tout. Il s'est pris la tête entre les mains et s'est dit « Baisse-toi donc enfin ». C'est en partie pour cela qu'il voulait un café fort, pour faire baisser sa tension. Mais même si la situation devenait insupportable pour Kyujo, il ne peut pas utiliser au travail les méthodes qu'il emploie chez lui pour faire baisser sa tension, car il serait inapproprié de faire une chose pareille au travail. Le jeune homme se surprit à penser à nouveau à la brune et à la façon dont ils avaient joué ensemble au tennis de table. Il se prit alors la tête entre les mains et se demanda à quoi il pensait donc. Car ce crétin n'avait le droit de jouer au tennis avec lui qu'en dehors du travail. Lorsqu'ils étaient seuls, Kyujo appuie sa main sur la table. Il comprend que tant qu'il est directeur de la société Yongrong, il ne peut tout simplement pas permettre qu'une telle chose se produise. Surtout quand cela concerne un individu qui s'est frayé un chemin jusqu'ici grâce à ses relations familiales. Kyujo ouvre la porte et entre dans l'une des pièces. Il se souvient de la grave erreur qu'il a commise avec un collaborateur similaire qui avait été embauché grâce à ses relations familiales, et il se rend compte qu'il serait stupide de refaire 2 fois la même erreur. C'est pourquoi il ne peut en aucun cas laisser cela se produire. De plus, Q comprend qu'en dehors des heures de travail, il doit lui aussi se tenir à l'écart du brun. Dans cette pièce, le directeur est accueilli par le directeur adjoint Yoon Yi-jun. Celui-ci l'observe attentivement et lui demande s'il va bien, car il a l'air assez fatigué. Puis, il tendit au directeur Q la main dans laquelle il tenait un verre rempli d'une délicieuse limonade et lui proposa de boire un verre pour se rafraîchir. Yoon Yi-jun a déclaré avoir entendu dire que la vitamine C était encore plus efficace que la caféine contre la fatigue. Le directeur Q, avec une certaine méfiance, tendit la main pour prendre la limonade que le jeune homme lui tendait. Yoon Yi-jun supposa alors que ce nouveau collègue devait certainement agacer le directeur Q. Cependant, le directeur Kyujo n'a nullement apprécié la générosité de son adjoint. Au contraire, il a complètement ignoré le souhait du jeune homme de l'aider à lutter contre la fatigue et s'est contenté de renverser la limonade par terre, tout en regardant Yoon Yi-jun comme s'il avait fait quelque chose de mal. Le directeur Q a renversé le jus, affirmant qu'il ne pensait pas du tout que ce genre de préoccupation concernât Yoon Yi-jun. Puis, il a demandé au jeune homme depuis combien de temps il travaillait ici. Environ 3 ans. Puis le directeur Q a continué à poser des questions. Cette fois, il a demandé au jeune homme s'il l'avait vu, au cours de ces 3 années, boire autre chose que du café. Yoon Yi-jun s'est abstenu de répondre. Il s'est contenté d'observer en silence sa boisson se renverser sur le sol, tandis que sa générosité n'était pas appréciée à sa juste valeur. Peu après, il s'incline devant le directeur Q et lui présente ses excuses, affirmant que tout cela était entièrement de sa faute et que cela ne se reproduirait plus.
Puis Yoon Hee-jun dit Monsieur le directeur, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres du service, mais je pense que vous avez raison. En ce qui nous concerne, une seule erreur peut aussi bien nous aider que ruiner notre carrière. Le jeune homme a poursuivi. Admettons-le, au 3e service, tout le monde finit soit par être rétrogradé, soit par se retrouver ici parce que des familles influentes y envoient les moutons noirs de leur famille. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens le sachent. Dès qu'il eut prononcé ces mots, le blond s'apprêta à partir, tournant le dos au directeur Q. C'est alors que ce dernier se dit que ce type était particulièrement dangereux. Le directeur Q supposa que ce type avait probablement été envoyé ici après avoir choisi le mauvais camp dans la politique d'entreprise. Seulement, à en juger par son attitude, le directeur ne pensait pas qu'il avait repris ses esprits. Le directeur Q dit alors « Excuse-moi, mais le médecin m'a conseillé de réduire ma consommation de monosaccharides. » Le soir même, Joe se rendit comme d'habitude au club. Il annonça à ses amis qu'on lui avait diagnostiqué des caries et que les médecins lui avaient donc interdit de boire des cocktails pour sa propre santé. Son ami répondit alors que c'était une bonne idée et qu'il fallait toujours anticiper. D'ailleurs, son cousin avait déjà 3 implants. Après cela, son ami a proposé au jeune homme de boire un peu de whisky avec eux. Il a ajouté qu'il préférait le whisky sec, mais que, comme Zhao était encore novice, il lui recommandait de prendre un whisky avec des glaçons. C'est alors que le blond assis à côté a demandé s'il pouvait avoir un whisky. Quant à Zhao, il se disait en son fort intérieur qu'au vu de l'état de son foie, il ferait mieux d'oublier le whisky pour toujours. Le blond s'est tourné vers son ami brun et lui a demandé pourquoi il était en retard ce jour-là, alors que c'était lui-même qui avait voulu que tout le monde se retrouve au plus vite. Le gars a alors répondu que son patron au travail était un vrai fou et qu'il lui avait refilé encore beaucoup de travail avant qu'il ne quitte le bureau. En entendant cela, Joe se dit que c'est précisément pour cette raison qu'il s'efforce de séparer son travail de sa vie privée. Car s'ils étaient tous au bureau, c'est lui qui serait ce fou dont parle son ami. Le blond a alors demandé au jeune homme s'il voulait bien obliger son patron à le supplier de lui pardonner, à genoux. Le brun lui a alors demandé s'il avait perdu la tête, car son patron n'était qu'un vieil homme chauve et qu'il préférait avoir le moins de contact possible avec lui. Joe pensa au brun aux cheveux bouclés qu'il croisait souvent au bureau ces derniers temps. Tae Hyun-woo, même s'il était un homme honnête, Joe comprenait parfaitement qu'ils devaient rester à l'écart l'un de l'autre, sinon tout allait tout simplement dégénérer. Quoi qu'il en soit, Joe se demandait vraiment ce qui avait bien pu pousser ce vice-président sans scrupule à envoyer son fils unique au 3e service. Mais soudain, ses pensées s'interrompirent. Quelqu'un lui toucha les épaules en s'excusant. C'était bien lui, Tae Hyun-woo. Il a esquissé un large sourire dès qu'il a pu distinguer le visage de Joe. Comprenant qu'il ne s'était pas trompé, Joe était tout simplement sous le choc. Il avait déjà oublié que c'était précisément à cet endroit qu'il avait rencontré Tae Hyun-woo pour la première fois. En effet, il se voyait si souvent au travail que le jeune homme avait presque oublié que Hyun-woo était également un habitué de ce club. Ne parvenant pas à contenir son émotion, il s'écria alors « Toi !» tandis que le brun répondit « Je m'en doutais, c'est bien toi, Joe !» Tae Hyun-woo, souriant, a déclaré qu'il savait que le directeur Q serait présent. Le directeur Q a paniqué, car personne dans l'entourage de ce club ne devait savoir qu'il était en réalité bien plus âgé que tous. Il s'est alors brusquement levé de sa place et, saisissant Tae Hyun-woo par le col de sa veste, il a commencé à l'entraîner derrière lui tout en se précipitant vers la sortie, tout en demandant à ses amis de ne pas s'inquiéter et en leur disant qu'il sortait juste un instant pour discuter. Ses amis commençaient déjà à se douter de quelque chose. Le brun, très surpris, redemanda d'un air pensif « Le directeur ?» Tandis que le blond, en apercevant Tae Hyun-woo, se dit « Mais n'est-ce pas le garçon avec lequel Yang Jo rentrait chez lui l'autre jour ?» Peu après, les garçons se sont isolés dans un endroit calme et tranquille, où personne ne pourrait les entendre. Jo a alors décidé de reprendre son souffle, car il avait tellement couru qu'il était essoufflé. Puis, d'une voix agacée, il demanda à Tae Hyun-woo, qui se trouvait à proximité « T'es malade ou quoi ?» Mais le brun ne comprenait pas de quoi il s'agissait et décida donc de demander des explications à son ami pour comprendre ce qui n'allait pas. C'est alors que Koo Yang-jo s'écria « Tu ne dois pas m'appeler directeur ici, ça devait rester secret. » Tae Hyun-woo répliqua alors que c'était que lui-même qui avait été le premier à le tutoyer. Baissant les yeux, le brun a expliqué qu'il voulait simplement jouer le jeu car il pensait que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Kujo était tout simplement furieux. Il serra les dents de toutes ses forces et fixa Tae Hyun-woo en silence, avec une agressivité évidente. Le jeune homme se dit que le brun voulait paraître plus intelligent qu'il ne l'était en réalité.
Avec un sourire, Tae-Hyun-woo posa la main sur la nuque du directeur Koo et lui fit remarquer que c'était lui-même qui l'avait invité dans sa réalité. Le brun ajouta également que si tout cela ne plaisait pas à Kujo, il fallait alors l'appeler Hyun. À ces mots, Kujo rougit violemment et se contenta de jeter un regard perplexe au brun. Tae-Hyun-woo avoua que, d'une manière ou d'une autre, il était content qu'ils se soient rencontrés. Il avait appelé le numéro figurant dans l'annuaire, mais le téléphone était éteint. C'est pourquoi il n'arrivait pas à joindre le directeur Koo Jong. Mais grâce à cela, il avait compris que Jong se trouvait au club. C'est alors que le directeur Koo repoussa Tae-Hyun-woo. D'une voix menaçante et furieuse, il lui a fait savoir que Hyun-woo ne s'était pas montré ici depuis leur dernière rencontre au club. Il a ensuite ajouté que si le brun avait de mauvaises intentions à son égard, il allait le passer mal. Soudain, Hyun-woo a annoncé que ses affaires étaient enfin arrivées en Corée. Par ces mots, il faisait référence aux affaires qu'il avait commandées à l'étranger, parmi lesquelles figurait un beau cadeau pour Joe. Il le tendit à son ami et lui demanda s'il se souvenait de leur dernière conversation, celle où ils avaient prévu de passer à nouveau un bon moment ensemble. Le temps avait passé et Yang Jo ne comprenait pas lui-même comment il s'était retrouvé près de la maison de Hen-woo, qu'il connaissait bien. Il savait seulement qu'il aurait dû essayer de rester le plus loin possible de ce garçon. Mais maintenant qu'il se trouvait chez lui, ses pensées étaient chassées par le brun, qui lui faisait remarquer qu'il était très silencieux aujourd'hui. Heng-woo ajouta qu'il avait apprécié le caractère bavard de Yang-jae la dernière fois. À ce moment-là, le directeur Koo demanda au jeune homme de ne pas l'appeler par son prénom, car des gens pourraient l'entendre. Heng-woo répondit en souriant qu'il ne fallait pas s'en faire. Quoi qu'en pensent les gens, cela ne les regardait pas. Mais ces mots touchèrent profondément Yang-jae, pour une raison qu'il ne s'expliquait pas. Après quoi, constatant que le comportement de Heng-woo avait considérablement changé et qu'il commençait à se comporter de manière plus étrange, il a répondu « Et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire ?» Parfois, Heng-woo semble irresponsable. Cependant, dès qu'on lui confie une tâche, il s'en acquitte très bien. C'est exactement ce qui s'est passé ce midi-là. La manière dont il a géré la situation correspondait à la procédure standard. Seulement, Yang Zhao ne comprenait absolument pas comment Heng-woo s'était retrouvé au 3e service. Q s'est demandé, le vice-président pense-t-il vraiment qu'il n'est pas capable de diriger le service tout seul? Si c'est le cas, c'est une véritable honte. Le directeur Q toussote légèrement. En regardant la voiture du jeune homme, il dit qu'elle est vraiment géniale, puis demande pourquoi Heng-woo ne l'utilise pas pour se rendre au travail. En réponse, Heng-woo explique que c'est précisément ce que son père lui a ordonné. Yang-jo demande au jeune homme s'il ne pense pas que son père n'a pas de raison particulière pour cela et obtient la réponse « pas du tout ». Tout en discutant de cela, les deux jeunes hommes entrent dans l'ascenseur et commencent à monter au 13e étage. Avec un sourire, Hen-woo avoue qu'il ne prend cette voiture que lorsqu'il veut faire plaisir à quelqu'un, par exemple Yang-jo. Après quoi, il demande « Mais pourquoi irais-je chercher quelqu'un sur son lieu de travail pour ensuite lui faire plaisir ?» Détournant la tête de Ji, il a ajouté que ce serait tout à fait inconvenant de se permettre une telle chose. Yang-je fut un peu surpris. Hen-woo pensait-il vraiment que leur vie privée devait être séparée de leur vie professionnelle? Après tout, c'était précisément l'avis que partageait Yang-je lui-même. Yang-jo se dit que, très probablement, Heng-woo ne savait absolument rien de lui avant qu'ils ne se rencontrent en personne. En avançant, les garçons sortirent de l'ascenseur, et soudain, Yang-jao se demanda « Ça ne te semble pas étrange que je cherche quelqu'un comme toi à mon âge, qui n'est plus tout jeune ?» Il baissa la tête et rougit profondément, puis répondit « Ce n'est pas que j'ai beaucoup d'expérience en matière de relations amoureuses. Je n'ai eu qu'une seule relation, qui n'a duré qu'1 an, mais ce n'était rien de sérieux. Parce que j'ai peur d'imaginer ce qui se passerait si elles apprenaient que j'ai presque 40 ans. » Il a également ajouté « Je sais que ça peut paraître étrange venant de quelqu'un qui gagne sa vie en vendant. » À ce moment-là, le jeune homme a marqué une pause et a serré fermement sa main en poing avant de dire « Je ne suis pas assez bête pour vendre de la mauvaise marchandise à celle avec qui je sors. » Hen-woo fut très surpris par cette remarque. Il demanda à Yang Zhao pourquoi il se considérait ainsi, comme s'il s'agissait d'une marchandise. C'est alors que Joe s'écria « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qui a dit que tu avais le droit de me parler comme ça ?» Sur quoi Heng-woo lui répondit par une question en retour. « Mais de quoi parles-tu donc ?» Hen-woo posa la main sur l'épaule de Yang Zhao et lui demanda de dire clairement ce qu'il voulait dire. Car sinon, comment pourrait-il comprendre si le jeune homme tournait autour du pot? Puis le brun demanda « Tu parles en tant que directeur ou en tant que Yang Zhao ?» Yang Zhao fronça davantage les sourcils, se demandant « Est-ce qu'il est sérieux ?» Le jeune homme supposa que peut-être Hen-woo avait lui aussi besoin d'une certaine certitude, tout comme lui.
Alors, baissant la tête, il demanda ce que Heng-woo aimerait faire ensemble aujourd'hui. C'est alors que Hein-woo s'approcha brusquement du garçon et l'enlaça fermement, en lui disant que Joe sentait comme du vieux whisky. Cependant, le directeur Koo n'apprécia pas cela et repoussa Hyun-woo. Il lui dit que s'il comptait se moquer de lui, il ferait mieux de partir. En effet, Yang-jo n'aimait absolument pas sentir comme un homme de 40 ans, et quand on le lui faisait remarquer, cela le blessait profondément. Heng-woo a répondu qu'il savait comment lutter contre cette odeur. Grâce à ses connaissances, il a aidé le directeur Q, puis lui a proposé d'aller se laver dans la salle de bain. Dès que Yang-je eut pris son bain, il tourna le dos à Heng-woo et s'éloigna dans la direction opposée à lui. Heng-woo regardait le jeune homme s'éloigner en souriant gentiment. Heng-woo jeta un œil au document et y vit un jeune homme aux cheveux roses, ainsi que son statut, son nom et son poste. Il se tourna alors vers l'homme qui se tenait à côté de lui et lui demanda « Yang-jae n'a-t-il pas l'air un peu trop jeune pour être directeur ?» Le jeune homme se souvient également l'avoir vu dans une boîte de nuit. L'homme demande à Heng-woo de ne pas sous-estimer Yang-jo, car il représente leur plus gros problème. Mais Heng-woo avait entendu dire que Yang-je pouvait être quelqu'un de très utile. Ce soir-là, Heng-woo s'est retrouvé seul avec Yang-je. Comme il le pensait, personne ne viendrait les déranger pendant qu'ils jouaient au tennis de table, même s'ils jouaient au travail. Mais les deux jeunes hommes se sont lourdement trompés en croyant que personne ne les remarquerait. Plusieurs collègues se sont immédiatement approchés d'eux pendant qu'ils jouaient et se sont mis à observer la scène avec un certain dégoût. Ils n'en croyaient pas leurs yeux et, dans une certaine mesure, étaient même horrifiés par ce qui se passait. Les filles se sont indignées, disant que le directeur Q ne cessait de rabâcher qu'il fallait se concentrer sur le travail et s'y consacrer, alors que lui-même jouait. Les amis de Yang-jae, avec lesquels il traîne au club, sont venus assister à ce spectacle. C'est alors que le brun, avec un air légèrement moqueur, a demandé à tout le monde de regarder ce vieux crétin en face d'eux, désignant ainsi Yang-jae. Avec un cri retentissant « Ce n'est pas vrai !» Yang-jae se leva brusquement de son lit. Il était très bouleversé par ce spectacle. Mais heureusement, en voyant la pièce, il comprit parfaitement que tout ce qui venait de se passer n'était qu'un cauchemar, car aucun de ses collègues, et encore moins ceux avec qui il passe du temps au club, n'est au courant de ses sentiments pour Heng-woo. Quelque temps plus tard, un grand vacarme retentit à nouveau dans le bureau. C'était Yang-jae qui hurlait avec la même virulence sur l'un de ses employés. Élevant la voix, il lui demanda « Tu as complètement perdu la tête ? Comment as-tu pu accepter un contrat comportant une erreur aussi grave ?» Yang-jae traita le jeune homme aux cheveux châtains de « petit idiot » et lui demanda s'il ne savait pas lire les caractères chinois. Il lui montra ensuite la signification du caractère que le jeune homme ne savait pas lire. Pendant ce temps, les employés se mirent à bavarder. Elles ne comprenaient pas quel était le problème de leur directeur. C'est alors que le jeune homme à lunettes s'est tourné vers les filles et leur a dit que le directeur Q devait sans doute être particulièrement sensible en ce moment. Le blond a déclaré que ce « copinage » durait plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Au même moment, Heng-woo a appelé et a demandé s'il pouvait être mis en relation avec l'équipe de développement. La responsable Kim demande « Mais est-ce que ça ne semble pas un peu différent en ce moment ? Nous étions tellement occupés par le problème de Dubaï qu'il est presque devenu une marionnette. Il a presque perdu tous ses sentiments. » Elle a également remarqué que, pendant ce temps, Chang-ho n'avait rien fait de toute la journée. La jeune fille a ajouté qu'il prenait également des médicaments. En réponse, le garçon aux lunettes lui a dit que cela donnait l'impression que quelqu'un avait passé la nuit avec lui. C'est alors que le garçon aux cheveux clairs, en regardant sa montre, demande aux filles d'être prudentes, car l'un des employés reste fidèle à leur manager, après quoi, il tourne le dos aux filles et leur dit qu'il ferait mieux de partir en déplacement professionnel. La responsable Kim s'est mise à s'indigner. Il plaisante, n'est-ce pas ? Pourquoi devrais-je rester fidèle à quelqu'un qui ne le mérite pas ? La jeune femme ne comprend pas ce qui se passe ces derniers temps avec leur directeur. C'est alors que son ami lui demande « Tu n'es pas au courant ?» Elle répondit « Le directeur Lee a mal interprété la politique de l'entreprise. C'est pour ça qu'il s'est fait virer. » À ce moment-là, le directeur Q se trouvait dans les toilettes, debout près du lavabo. Il se pressait la main contre le visage. Il souffrait beaucoup en ce moment, et c'était là la principale raison de sa mauvaise humeur. Mais ce qui inquiétait le plus le jeune homme aux cheveux roses, c'était qu'il n'arrivait pas à cacher sa colère. Le directeur Q pensa à Heng-woo, car c'était justement ce garçon qui savait réellement ce qu'il ressentait. De plus, il connaissait même son véritable âge. Mais cela ne l'avait ni gêné ni éloigné de Yang-jo. Le directeur Q se dit qu'il ne savait pas du tout si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Le simple fait que Hyun-woo sache qui il est vraiment. C'est alors que Hyun-woo s'approche soudainement du directeur et lui demande « Ça te fait encore mal ?» Le directeur Q était tout simplement surpris.
Il ne s'attendait absolument pas à voir ce brin ici. Il se tourna vers lui en s'écriant dès que les deux hommes se regardèrent. C'est alors que Heng Wu déclara que Yang Zhou avait simplement besoin de bien dormir. Heng Wu demande au directeur s'il utilise des remèdes achetés en pharmacie. Cependant, cette question met tellement Zhu en colère qu'il attrape brusquement le jeune homme par le cou et commence à lui montrer toute sa colère de cette manière. Le directeur Q dit qu'il aurait apprécié que Heng Wu reste professionnel au travail. Le jeune homme demande alors « Pourquoi le directeur a-t-il dormi chez un nouveau? S'est-il vraiment autant saoulé ?» Le directeur Q demande à Yang Wu de surveiller ses propos et fait également remarquer au brun qu'il n'est pas d'usage de s'approcher d'aussi près dans leur service. Rougissant, le directeur Q a murmuré « Cette fois-ci, je vais pouvoir passer la nuit ici. » Pendant ce temps, le jeune homme se disait que demain serait un jour de congé, le moment idéal pour cela. Puis le directeur Q s'éloigne de Heng Wu et se tourne dans la direction opposée. Il demande au jeune homme de partir et d'attendre que sa journée de travail se termine. La responsable Kim s'est adressée à Yeon Woo et lui a dit qu'elle attendait ses excuses. Elle a également demandé au jeune homme aux cheveux foncés de ne pas faire l'idiot. Puis, le ton de sa voix a changé et elle s'est écriée « Je sais tout! Cet idiot de Chang-ho m'a raconté que le directeur t'avait saisi à la gorge et avait failli t'étrangler tant il était en colère. » a ajouté la jeune femme, précisant que le jeune homme avait dit avoir sauvé Yeon Woo d'une beuverie avec le directeur. En souriant, Yeon Woo a répondu « À ce sujet, le garçon voulait continuer à parler, mais on l'a interrompu pour lui demander si le directeur Q était en colère lorsque Yeon Woo était parti. » Au cours de cette discussion, la jeune fille a fait remarquer que cela avait sans doute été très inattendu pour le directeur Q, car il ne s'attendait probablement pas à entendre les mêmes mots qu'il prononce habituellement à l'adresse de tous les autres. Une collègue s'est adressée à Heng Wu, car elle avait remarqué qu'il était très détaché de leur discussion. Puis elle l'a appelé par son prénom. En réponse, Heng Wu s'est excusé auprès de ses collègues et leur a expliqué qu'il devait simplement envoyer un message de toute urgence. C'est alors que Kim, agacé, a fait remarquer à Heng Wu que le directeur serait très en colère s'il sortait son téléphone et le consultait au milieu d'une réunion de toute l'entreprise. Le directeur commencerait alors à leur dire ce que le propriétaire de l'entreprise penserait d'eux. La jeune femme s'est soudainement exclamée « L'équipe commerciale peut toujours se permettre de passer un coup de fil. Et ils vont même jusqu'à annuler les réunions internes, si bien que nous sommes obligés de nous éclipser discrètement du travail juste pour les voir. Ça m'énerve. » Puis, la collaboratrice pose la question suivante. « À ce propos, que penses-tu de la façon dont le directeur Q attribue des notes à ses employés ?» Heng Wu répond alors « Mais ne le font-ils pas à la fin de l'année ?» La jeune femme répond « C'est vrai, mais ils ne disent pas toujours la vérité. » Heng Wu, lui, est tout à fait différent. C'est le fils du vice-président de l'entreprise. Le manager Kim entend la dispute entre les garçons et leur demande d'arrêter de se ridiculiser. Le jeune homme aux cheveux châtains porte alors la main à son visage et s'adresse à Chang en lui demandant « Tu es toujours aussi bon à rien, Chang-ho » Agacée, la jeune fille demande au garçon de dire la vérité. Le directeur Q ne t'énerve-t-il donc pas du tout? Yeon Woo fut très surpris par cette question. Il s'excusa auprès de la jeune fille et lui demanda de quoi elle parlait, mais elle lui suggéra de reconnaître cette réalité. Le directeur Q détruirait quiconque se trouverait sur son chemin. La jeune fille poursuivit. Et quand tu comprendras que le directeur Q jette tout ce qui l'entoure à la figure des gens et hurle, puis qu'il justifie son comportement d'une manière étrange, la jeune fille a ajouté « Même si les employés oublient simplement de ranger le matériel nécessaire à la publicité, c'est alors que s'ouvrent les portes de l'enfer et que le directeur Q s'en prend à tout le monde. » Chaten a déclaré « Il aurait très bien pu s'en tenir à 3 phrases. » Tandis que la jeune fille s'est exclamée « Vu qu'il ne menace pas ses clients, on pense qu'il le fait probablement exprès avec nous. Le directeur est tout simplement un lâche. » Puis on a posé la question à Heng Wu. « Peux-tu en parler au vice-président ?» La jeune fille a continué à s'en prendre au directeur. Elle s'est écriée « Ce n'est pas quelqu'un qui traite son fils avec une attention particulière. C'est pourquoi nous serons là pour te soutenir. » Puis elle a esquissé un large sourire et a ajouté « Peut-être qu'il ne sera pas rétrogradé pour ça. Mais si on remet le directeur à sa place, ça simplifiera aussi la vie de Heng Wu. » Heng Wu était très surpris. Il demanda aux employés s'ils détestaient vraiment autant le directeur Q. La jeune fille a alors demandé au jeune homme « N'est-ce pas évident ?» Mais Heng Wu a trouvé cela un peu étrange. Heng Wu sourit largement et pose sa main sur sa tête, la soutenant avec son bras. Il avoue qu'en réalité, il apprécie tout cela chez le directeur. Les employés en ont été très choqués. Heng Wu s'est alors incliné devant eux et s'est excusé. Il a expliqué qu'il avait complètement oublié de leur dire qu'il avait des choses plus importantes à faire. Après cela, Heng Wu s'est tourné vers les employés et a déclaré qu'il ferait mieux de s'en aller. Puis, il a laissé tout le monde profiter du repas qui restait sur la table.
C'est alors seulement que tout le monde l'a regardé avec perplexité, ne comprenant pas son point de vue concernant le directeur Q. La jeune fille observa attentivement la table, débordant de mets variés et appétissants, et comprit que Hen-Wu n'avait en fait rien mangé. Elle supposa qu'il devait être très inquiet, ce qui expliquait qu'il n'ait même pas touché à son assiette. Le jeune homme entra dans le bâtiment et se dirigea vers l'ascenseur. Hen-Wu repensa aux paroles de la jeune fille, qui lui avait raconté que le directeur Q criait très souvent et jetait des objets avant d'expliquer son comportement d'une manière très étrange. Ses pensées s'ancrèrent dans l'esprit du jeune homme. Le jeune homme appuie sur le bouton d'appel de l'ascenseur et se souvient également que la jeune fille avait traité le directeur de « vrai lâche ». Hen-Wu se dit que le directeur doit tout de même gérer des employés assez difficiles. Mais malgré tout ce qu'ils disent, Hen-Wu ne voit pas en lui un lâche. Il comprend simplement que la sensibilité de Joe lui a joué un mauvais tour. Yeon-Woo a levé la tête et s'est dit que, quoi qu'il en soit, il ferait mieux de garder leur distance. Par le passé, Hyun-Woo avait rencontré beaucoup de beaux garçons. Cependant, leur relation n'avait jamais duré, car les autres garçons n'appréciaient pas le comportement de Hyun-Woo. Le blond que Hyun-Woo avait rencontré en boîte lui avait dit que l'amour, c'était quand deux personnes voulaient s'échapper de la réalité, comme si elles étaient seules au monde et qu'elles voulaient passer tout leur temps ensemble. Mais même lorsqu'il observait ses amoureux de loin, Hyun-Woo n'arrivait toujours pas à les comprendre. Hen-Woo se souvient également qu'il savait parfaitement, grâce à son jeu de violoncelle, transmettre l'intention du compositeur. On lui avait également expliqué que c'était ainsi que cela devait fonctionner lorsque Hyun-Woo jouait dans un orchestre, où tout le monde devait interpréter la musique à l'unisson, mais pas lorsqu'il était soliste. Car être soliste, ce n'était pas son rôle. Hyun-Woo n'avait pas le pouvoir d'influencer la vie réelle de ses auditeurs. En sortant du bureau, Hen-Woo était même soulagé, car il ne souhaitait pas vraiment influencer la vie réelle des gens, celle-ci ne valant rien. En réfléchissant à tout cela, Hen-Woo entre dans sa chambre chez lui et constate que Yang-jo se trouve chez lui, exactement à l'endroit même où il l'avait laissé. Le brun s'approche alors de lui et lui dit que Joe est un type bien... Yang-jo s'indigne et demande à Hen-Woo de fermer la porte pour que personne ne le voie dans cet état. Hen-Woo demande alors au jeune homme « Est-ce vraiment ce que Yang-jo aurait dû lui dire dès le début ?» Car si quelqu'un passait par là par hasard et voyait qu'ils jouaient ensemble... Mais Hen-Woo accepte tout de même de fermer la porte pour se protéger des regards indiscrets et propose au directeur de s'enfoncer davantage dans la pièce afin que personne ne puisse les entendre. À ce moment précis, Yang-jo se dit que, après tout, Yeon-Woo était prêt à sacrifier sa vie réelle pour révéler ses véritables sentiments à tout le monde. C'est pourquoi l'idée lui vient que leur histoire d'amour vaut peut-être la peine d'être poursuivie. Q posa sa main sous sa tête et fit remarquer avec sérieux que le jeune homme était très content de son colis, même si se procurer ce genre d'article en Corée n'était pas du tout un problème. Le jeune homme jeta un regard perplexe au directeur, ne sachant pas quoi répondre à un tel reproche. Le directeur ajoute qu'il a même apporté des vêtements de rechange. Le garçon, qui se tenait à l'écart, s'approcha brusquement du directeur. Le déconcertant par ses gestes, il saisit Q par le menton, le faisant rougir. Se penchant vers le visage du directeur, Yeon-Woo lui demande avec un sourire s'il est prêt aujourd'hui pour quelque chose d'inhabituel. Rouge de honte, Q commence à se justifier et dit qu'on l'a mal compris, mais toutes ses paroles se heurtent au sourire du jeune homme. Baissant les yeux et rougissant involontairement, Q commence à changer d'avis. Il répond de manière évasive qu'il ne dirait pas que cela ne l'intéresse pas. C'est alors que Hyun-Woo se retourne et lui dit qu'il ne veut pas le décevoir, mais que se procurer certaines choses n'était pas si simple. Il sous-entend que Q est lui-même directeur d'une société commerciale et qu'il devrait donc le savoir mieux que quiconque. Mais ce n'est pas tout. Yeon-Woo lève l'index et annonce qu'il a une surprise. Q regarde le jeune homme d'un air surpris et lui demande à quoi il pensait donc en proposant une chose pareille. Mais Hen-Woo se montre très insistant. Il continue à persuader le directeur d'essayer cette idée et celui-ci finit par accepter. Yeon-Woo ajuste sa cravate avec un sourire et promet de revenir. Cela provoque une irritation non dissimulée chez le directeur. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi on le regarde ainsi. Il rappelle au directeur qu'il l'avait déjà prévenu qu'il devrait s'absenter pour régler certaines affaires. Le directeur répond qu'il comprend tout cela, mais que, puisqu'il a tant suscité son intérêt pour cette idée, il pourrait tout de même rester pour l'aider. Le directeur ajoute que, puisqu'ils ont décidé de s'y mettre, il aurait dû l'aider. Sans un mot de plus, le jeune homme sort le téléphone de Q de sa poche et l'agite près du visage de l'homme. Puis il se penche vers lui et lui dit qu'il fait tout cela pour le bien de Q lui-même, et qu'il va donc devoir attendre un peu tout seul. Il ajoute que Q n'a qu'à se détendre ici et se sentir comme chez lui, et que s'il a besoin de quoi que ce soit, il peut appeler quand il veut. Ce dernier répond d'un ton agacé qu'il n'a aucune raison d'appeler qui que ce soit d'autre.
Le jeune homme ajoute qu'il ne voudrait pas que Q s'ennuie tout seul. Ces paroles laissent Q légèrement décontenancé. Le directeur demande combien de temps Hen-Woo sera absent. Le jeune homme se trouve déjà près de la porte d'entrée. Il répond brièvement qu'il ne peut pas encore le dire. Néanmoins, il offre à Q son sourire charmant et lui dit que tout dépend désormais de lui. Resté seul à la maison, Q se frotte le visage. Désemparé, il se dit qu'il est idiot. Plongé dans ses pensées, le directeur en conclut qu'il s'est comporté comme un enfant à cause de cette simple blague. Ils ne sont pas assez proches pour que Q panique et laisse tout tomber juste pour voir Hen-Woo au plus vite. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'efforçait d'éviter ce genre de rapprochement inattendu. Le directeur se dit qu'il n'est pas du genre à renoncer à une vie normale juste pour se laisser aller à ses fantasmes. Mais il est ravi que Hyun-Woo partage son avis. Il est interrompu par la vibration d'un message entrant sur son téléphone. En l'ouvrant, le directeur remarque le premier message des instructions « Prendre une douche et être propre ». Après avoir lu le message, le directeur se dit que le jeune homme lui demande peut-être ainsi de se préparer à son retour et se met à se répéter que Hen-Woo doit bientôt revenir. Pendant ce temps, la vie urbaine, calme et ordinaire, battait son plein en ville. Les gens se dépêchèrent de vaquer à leurs occupations, et les bus étaient ravis de les emmener là où ils devaient aller. Hen-Woo fit son apparition au café sous son meilleur jour. Il portait son costume sombre habituel avec une cravate, mais son visage rayonnait d'un sourire, contrairement à ce qui était le cas lors d'une journée de travail ordinaire. En l'apercevant, ses collègues se mirent aussitôt à lui faire signe de la main, lui indiquant à quelle table s'asseoir. On voyait bien qu'il l'attendait avec impatience. Le téléphone de Hen-Woo se mit bientôt à vibrer. Après avoir lu le message, Hen-Woo fut satisfait. Il répondit rapidement au directeur et rangea son téléphone dans la poche de sa veste. Ses collègues débordèrent d'impatience. Ils commençaient à s'inquiéter de ne pas le voir s'asseoir, mais heureusement, Hen-Woo s'approcha d'eux et rassura tout le monde. Au même moment, chez Hen-Woo, le directeur Q lisait un nouveau message. Celui-ci indiquait que le réfrigérateur était vide et qu'il valait mieux que l'homme se commande quelque chose à manger. Mais cette réponse ne convenait pas à Q. Il commença à s'inquiéter que Hen-Woo n'ait pas répondu à son message et se demanda pourquoi il avait besoin de distraire l'homme avec de la nourriture. Q s'assit par terre et se plongea dans ses pensées. Il baissa les yeux, s'efforçant de comprendre quelque chose. C'est alors qu'il s'est dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter autant et que, peut-être, Hyun-Woo avait même raison et qu'il devrait manger un morceau. Sinon, il risquait vraiment d'appeler le 911. Le directeur Q prit son téléphone pour essayer de composer un numéro, puis jeta un regard interrogateur et perplexe dans le vide. À quoi pensait donc Hen-Woo à ce moment-là? Le temps passa. Le directeur Q termina son dernier bento et, en finissant de manger, il se dit que cela faisait déjà un bon moment qu'il avait commencé à commander des plats à emporter dans cet établissement. Et depuis, il avait l'impression que la nourriture était devenue bien meilleure. C'est alors que Yang-jo a pris son téléphone et s'est mis à photographier son bento à moitié mangé, en cherchant le bon angle pour la photo, tandis que le directeur se demandait avec curiosité si Hen-Woo avait déjà mangé. Au même moment, au bureau, la responsable Kim s'est pris la tête dans les mains et a déclaré à tout le monde que personne ne devait critiquer autrui pour sa perte de cheveux, en particulier les personnes chauves. Puis, en déclarant « ça n'a aucun sens », la jeune femme jeta un regard en direction de Heng-Woo. Il s'est avéré que le directeur Q avait envoyé une photo montrant les restes du bento de Hen-Woo. En voyant ce message, la brune a esquissé un sourire très charmant. Puis, Yeon-Woo envoie au garçon une photo sur laquelle on voit une table avec divers plats. Sous la photo, le garçon demande au directeur de ne pas s'inquiéter, car il n'a rien bu. Yang-jo était très agacé par ce genre de photo. Le directeur Q était très en colère que tous les employés se soient réunis, car il leur avait interdit ce genre de rassemblement. Le directeur Q s'allongea sur le canapé. Il regrettait que le fils du vice-président, Hen-Woo, ait atterri précisément dans leur 3e service commercial. Car s'il s'était retrouvé là, cela signifiait que le jeune homme n'avait nulle part ailleurs où aller. Le directeur Q s'est dit que, de toute façon, cela ne servait pas à grand-chose d'être poli. Les gens ne se traitent avec courtoisie que lorsqu'ils prennent vraiment leur interlocuteur au sérieux. Peu après, le jeune homme reçoit un SMS de Tae Hen-Woo, qui lui écrit que Yang-jo va lui décerner une récompense pour sa bonne conduite. Puis, le garçon aux cheveux roses reçoit un nouveau SMS. Il bondit de sa chaise et attrape son téléphone. Il rougit très fort et commence à lire. Dans ce message, Yeon-Woo demande au directeur Q de se rendre dans la pièce près de l'entrée principale et de choisir pour lui 3 objets qui lui plairont le plus. De même, Heng-Woo a décidé de faire plaisir à son ami en lui écrivant qu'aujourd'hui, il jouerait au jeu que Cho proposerait.
Le directeur Koo se gratte la nuque et se dit qu'il vaudrait mieux que Heng Woo ne le laisse pas tomber cette fois-ci, car celui-ci aime assez souvent se laisser emporter par ce genre de choses. Peu après, le directeur Koo se rendit à l'endroit décrit dans le message envoyé par Heng Woo. Le jeune homme s'approcha et commença à inspecter la pièce. Il fut extrêmement surpris car il n'avait encore jamais vu une telle quantité de cartes, de jeux de société et autres. On aurait dit un véritable entrepôt. En voyant tout cela, le directeur Koo comprit pourquoi Heng Woo lui avait proposé de choisir 3 jeux. C'était parce qu'il voulait s'amuser avec lui comme de vrais amis. C'est alors que, par hasard, le regard du jeune homme s'est posé sur quelque chose qui détonnait fortement avec l'atmosphère des lieux. Cet objet modifiait considérablement l'aspect du canapé, formant une petite bosse à cet endroit. Le directeur Koo s'est alors penché vers elle et a commencé à en retirer ce qui s'y cachait. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un violoncelle ancien. Yang Jae s'est immédiatement souvenu des paroles de Heng Woo, qui lui avait raconté qu'il jouait du violoncelle. Soudain, le jeune homme remarqua un violon Stradivarius ancien, voire inestimable. Yang Jae se mit à secouer la tête de gauche à droite. Il savait en effet parfaitement à quel point cet instrument était coûteux. Cependant, il ne comprenait absolument pas comment Heng Woo pouvait laisser des objets d'une telle valeur ici. Il n'en croyait pas ses yeux, et pensait même qu'il s'agissait simplement d'une contrefaçon. Puis le jeune homme s'éloigna de l'instrument et continua à se rassurer, espérant qu'il ne s'agissait que d'une copie du Stradivarius. En effet, lorsque Yang Jae avait appris pour la première fois qu'un jeune musicien allait rejoindre leur service commercial, il n'avait pas cru que ce garçon prendrait son travail aussi au sérieux. Heng Woo n'écoute jamais ses supérieurs, mais malgré tout, il n'a jamais commis les erreurs que les autres commettent avec les clients réguliers. Il aborde son travail avec beaucoup de minutie et d'attention. Le jeune homme supposa que ce violoncelle n'était peut-être qu'un des jouets de Heng Woo, tout comme les autres objets de cette pièce. Yang Jae appuya alors sa tête sur ses mains, songeant que c'était tout simplement une honte. Mais soudain, Yang Jae remarqua quelque chose qu'il n'avait pas pu voir auparavant. Au même moment, une employée se moquait de Yang Jae en disant qu'il s'était mis en colère parce que Heng Woo l'avait réprimandé. La jeune fille trouvait cela très drôle, car Yang Jae avait entendu ces mots qu'il prononçait habituellement à l'intention de tous ses employés, mais qu'il ne s'attendait pas à entendre de leur bouche. À ce moment-là, Heng Woo reçut une notification. C'était Yang Jae qui lui avait envoyé une photo des articles qu'il avait choisis. Tout en regardant son téléphone, Heng Woo se demanda s'il devait prévenir le jeune homme de son retour. Pendant qu'il réfléchissait à cela, les employés continuaient à discuter du directeur Koo. La jeune fille remarqua que Heng Woo ne les écoutait même pas. Elle l'interpella donc par son prénom. Le jeune homme, souriant, s'excusa et expliqua qu'il devait simplement envoyer un SMS. Soudain, le brun remarqua que Yang Jae l'appelait sur son téléphone. Sans hésiter, il décida de décrocher. Lorsque Hyun Woo a décroché, il a tout de suite entendu Yang Jae l'insulter à l'autre bout du fil, ce qui l'a beaucoup surpris. Puis Yang Jae a commencé à demander au jeune homme de venir le voir dès que possible. Le directeur Koo a également demandé au jeune homme de s'assurer qu'il avait bien payé le repas des employés, car il ne devait jamais permettre que les gars l'invitent à manger sans raison valable. Yang Jae a fait remarquer que tout cela signifiait simplement que Heng Woo était redevable envers ses employés. Mais ce qui a surtout intrigué Heng Woo, c'était ce bruit qu'il avait entendu à l'autre bout du fil. Yang Jae demanda « Le directeur Koo n'est-il pas la seule personne avec laquelle vous souhaitez passer du temps? Alors, laissez tout tomber et revenez vite. » Tout cela fit esquisser un sourire nerveux à Heng Woo. Une sueur froide perlait sur son visage. Dès que le jeune homme eut raccroché, les employés recommencèrent à s'intéresser à lui. Une jeune fille demanda à Heng Woo ce qu'il allait dire au sujet de l'évaluation du personnel du directeur. Heng Woo leur a alors souri et leur a répondu. Il s'est dit en son fort intérieur qu'en réalité, il préférait Yang Jae. Puis il s'est tourné vers ses collègues et leur a rappelé que l'évaluation du personnel avait lieu à la fin de l'année, et non pas maintenant. Pendant encore un certain temps, Hyun Woo et Yang Jae échangent des messages. Yang Jae joue avec des jouets en attendant que Hyun Woo vienne le voir. Avec un sourire, la jeune fille s'adressa à Heng Woo et lui dit qu'il n'avait pas besoin de destituer le directeur, mais que le simple fait de le remettre à sa place faciliterait considérablement la vie de beaucoup de gens, et en particulier celle de Heng Woo. Elle lui demanda également quelle était son opinion sur le directeur. Le détestait-il? C'est alors que Hyun Woo a avoué qu'il avait en effet une bonne opinion du directeur Koo. Quelques secondes plus tard, Hyun Woo sortit du bureau et rentra chez lui. Il s'approcha de Yang Jae et lui dit qu'il s'était vraiment bien comporté aujourd'hui, mais qu'au lieu de l'attendre à la maison, il était resté assis là tout seul, ce qui méritait bien qu'on le taquine un peu. Heng Woo demanda au jeune homme s'il était prêt à jouer une partie avec n'importe qui entrerait dans cette pièce, mais Yang Jae avoua qu'il ne jouerait qu'avec Heng Woo.
Après cela, Yang Jae s'est excusé auprès de Heng Woo de l'avoir obligé à rentrer chez lui en urgence, car son père n'arrêtait pas de l'appeler. Soudain, Yang Jae a prononcé cette phrase « Je fais ça maintenant parce que je te fais confiance ». Au début, cela surprit beaucoup Heng Woo, mais ensuite, il s'illumina d'un sourire radieux, comme s'il avait depuis longtemps souhaité entendre ces mots de la bouche de Yang Jae. Yang Jae observait le brun et se demandait en son fort intérieur pourquoi celui-ci avait l'air si heureux. C'est alors que Heng Woo s'approcha du visage de Yang Jae et lui demanda joyeusement « Tu veux être mon petit ami ?» Yang Jae fut extrêmement surpris par une telle proposition. Pendant quelques secondes, il en resta même sans voix. Quelque temps s'est écoulé et, à présent, la directrice Q continue de réprimander ses employés. Elle jette divers documents directement au visage d'une des jeunes femmes, lui demandant « A-t-elle complètement perdu la tête ?» En observant cette scène, les autres employés commencent à en discuter. Le jeune homme aux cheveux châtains demande à la responsable Kim quel est le problème. Elle répond que la blonde est en retard à son rendez-vous avec le directeur et qu'elle se demande comment celui-ci a appris à lancer des papiers aussi bien, comme s'il s'était entraîné pendant plusieurs mois. « Ton excuse ?» a déclaré la blonde au directeur. « C'est que je travaillais sur la présentation que tu m'avais demandé de terminer et c'est précisément pour cette raison que j'étais en retard. » Mais le directeur n'a pas du tout apprécié cette explication. Le directeur était toujours aussi en colère. Il a alors pris un verre sur le bureau et la blonde, effrayée, savait déjà à quoi s'attendre, car elle avait très bien vu ce que le directeur faisait avec ce verre à l'un de ses collègues. C'est alors que la directrice Q a demandé à la jeune femme de lui apporter un café. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Heng Woo s'approche d'eux avec un café déjà prêt, car il voulait venir en aide à sa collègue. Heng Woo affichait un large sourire et précisa que son café était ultra fort, car il se souvenait que le directeur n'aimait boire que ce genre de café. Ne sachant pas quoi répondre, le directeur resta silencieux. Il déglutit nerveusement, puis tourna le dos à ses employés et commença à faire ses premiers pas en avant. Le directeur était très en colère, c'est pourquoi il serra le poing. Tous ses employés le remarquèrent et furent tellement inquiets que la sueur perlait sur leur front. Inquiète, la jeune fille demanda au jeune homme aux cheveux châtains s'il avait vu cela. Elle souligna également que le directeur n'avait pas dit un mot, ce qui ne pouvait présager que le pire. Il était vraiment très en colère. La jeune fille a également déclaré qu'à son avis, même le directeur tout-puissant ne pouvait pas entrer en contact avec le fils du vice-président. Le temps passa et elle continua à discuter de Heng Woo avec sa collègue. Elle fit remarquer que, pour quelqu'un qui se comportait toujours de manière distraite, ce garçon était un véritable maître en la matière, puisqu'il avait réussi à faire taire le directeur avant que celui-ci n'ait pu appeler une autre serveuse. La jeune fille s'est soudainement demandé pourquoi Heng Woo avait agi ainsi. Elle s'est dit que peut-être leur commérage sur le directeur l'avait aidé à se montrer plus vigilant à son égard, afin d'éviter que ne se reproduisent des situations où celui-ci se comportait si mal envers ses employés. Au même moment, le directeur Q, assis sur un large banc, ferme les yeux et tient un verre entre ses mains. Il réfléchit aux paroles de Heng Woo, qui, la veille encore, avait proposé au jeune homme de devenir son amant. Soudain, le directeur Q serra si fort le verre dans sa paume que du café fort et brûlant se mit à s'écouler, coulant même sur ses doigts. Le directeur est très inquiet du fait que, la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, il s'est comporté de manière assez étrange. Le jeune homme serra encore plus fort le verre de café dans sa main, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace, et se demanda ce qui avait bien pu pousser Heng Woo à lui proposer une telle aventure. Le directeur se dit que, selon toute vraisemblance, Heng Woo lui a proposé une relation simplement pour observer sa réaction, ou bien que le jeune homme prend simplement plaisir à se moquer de lui. Tandis que le directeur réfléchissait à tout cela, Heng Woo s'approcha de lui et lui tendit un chiffon, lui proposant de s'essuyer le café avec. Le directeur Q leva la tête et vit au-dessus de lui un garçon aux cheveux foncés. Dès qu'il a aperçu Heng Woo, le directeur s'est senti très gêné et a rougi. Heng Woo a expliqué qu'il avait remarqué que le directeur avait renversé son café. C'est pourquoi cela avait attiré son attention. Y avait-il donc un problème avec le café qu'il avait apporté au directeur? Mais celui-ci n'a pas voulu l'écouter. Il s'est immédiatement retourné et, en heurtant légèrement le jeune homme avec son coude, a commencé à s'éloigner. Mais Heng Woo a réussi à arrêter le directeur en l'attrapant par le poignet. Inquiet, Heng Woo demande au directeur pourquoi celui-ci est parti la nuit dernière, mais celui-ci ne lui donne pas de réponse claire. Souriant, le brun explique qu'il pensait simplement que Joe était très fatigué et qu'il voulait dormir. Mais au lieu d'une réponse claire, le directeur s'est écrié « Je ne suis pas d'humeur à jouer à vos jeux d'enfants » et aussitôt après, il a donné un coup de main pour se dégager de l'étreinte ferme du brun. Alors, Heng Woo s'approcha du directeur, si bien que leurs visages se retrouvèrent très proches. Puis il lui murmura « Je suis sérieux.
Pourquoi penses-tu que je joue à des jeux d'enfants? Ce n'est pas le cas. Yang tourna alors son regard vers le brun et, sans dire un mot, serra les dents de toutes ses forces. Il se dit qu'il détestait tout simplement ses yeux de Han-woo. Pendant que les deux hommes se disputaient, deux employés se tenaient en derrière eux. L'un d'eux se demandait combien de café ils avaient bien pu boire depuis tout ce temps, tandis que l'autre répondait que cela n'avait aucune importance, puisqu'il ne restait plus qu'1 jour avant le week-end. Le directeur, furieux, leva brusquement la main et gifla Han-woo, lui disant de démissionner tout simplement. Les jeunes qui passaient à proximité ont remarqué le comportement du directeur et se sont dit qu'il recommençait ses frasques, mais cela ne les a pas vraiment surpris, car le directeur était déjà connu pour son comportement. Han-woo expliqua au directeur qu'il ne pouvait tout simplement pas démissionner, car il avait fait une promesse à son père. Le directeur Koo, d'un ton encore plus hargneux, demanda alors à Han-woo s'il croyait vraiment qu'il n'était pas au courant. Le directeur avoua qu'il ne voulait tout simplement pas que ces personnes les écoutent. Après quoi, il haussait à nouveau le ton et disait « Je ne le dirai qu'une seule fois, alors écoute attentivement et retiens bien ça. » Puis, le directeur a murmuré qu'il ne souhaitait pas nouer de relation avec qui que ce soit, surtout avec une personne avec laquelle il travaillait, car les sentiments personnels peuvent nuire au travail, ce que le directeur souhaitait absolument éviter. Le directeur Koo a également avoué qu'il craignait beaucoup que les gens ne découvrent leur relation, car c'est un risque énorme qu'il ne voudrait pas prendre. À ce moment-là, Han-woo se souvient d'une conversation qu'il avait eue avec un homme qui lui avait dit que le directeur était si mauvais en matière de politique d'entreprise qu'il n'avait tout simplement aucune chance de devenir membre du conseil d'administration. Cet homme avait également ajouté que, étant donné que ce jeune homme était déjà devenu directeur à son âge, il ne pourrait tout simplement pas changer de travail sans avoir de relation. Cet homme avait également déclaré que l'équipe commerciale du 3e département accueillait ceux qui avaient été rétrogradés et que cela visait à maintenir un faible niveau de productivité sur le lieu de travail. C'est alors que Han-woo revint de ses souvenirs au monde présent et posa ses mains sur les épaules du directeur. Il déclara que Yang-jae n'aurait aucune difficulté à dissimuler leur relation.